Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le magazine de la rédaction. 1 heure d'actualité, de décryptage et de reportage sur les temps forts de la semaine. Et on commence par une question qui traverse aujourd'hui les capitales occidentales. Jusqu'où un État peut-il acheter de l'influence sans franchir la ligne rouge ? Le Qatar, petit par sa taille mais immense par ses moyens, déploie sa puissance financière sur tous les continents. Un soft power méthodique, assumé, mais aujourd'hui rattrapé par une série de scandales. Reportage signé Déborah Benayoun pour l'émission Regard croisé. Un pays minuscule, mais un géant financier. Le Qatar investit partout, sur tous les continents. Mais derrière ce soft power, les scandales se multiplient. Soupçons de corruption et tentatives d'influence au cœur des démocraties. Dernier scandale en date, passé quasi sous silence. Un haut fonctionnaire européen est licencié fin janvier dernier, après des révélations sur des vols offerts en classe affaires par Qatar Airways, au moment même où il supervisait un dossier stratégique, l'accord aérien entre l'Union européenne et Doha. Selon l'enquête, il aurait accepté des billets d'avion et des séjours de luxe d'une valeur de plusieurs milliers d'euros pendant les négociations. Conséquence, les syndicats sont vent debout et réclament la suspension immédiate du dit accord. Une affaire d'éthique en apparence. Mais à Bruxelles, elle ravive un traumatisme encore récent, le Qatargate. Décembre 2022, le Parlement européen est secoué par un scandale sans précédent. Une large affaire de corruption qui concernerait aussi bien des anciens et actuels eurodéputés que des assistants parlementaires ou encore des représentants d'ONG ou d'organisations syndicales. Les faits remontent à 2021. Les protagonistes sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent liquide, des cadeaux et des avantages en échange de positions favorables au Qatar. Objectif, façonner les votes, les résolutions et surtout l'image du Qatar en Europe. Des perquisitions sont menées et d'importantes sommes d'argent en liquide sont saisies. Les scènes sont dignes d'un film hollywoodien. Une eurodéputée grecque, alors vice-présidente du Parlement européen, est interpellée à son domicile bruxellois avec 150 000 € cachés en petites coupures dans des bagages à main et des sacs de voyage. Son père, qu'elle a averti quelques instants plus tôt, est quant à lui intercepté avec près de 500 000 € alors qu'il tente de prendre la fuite. En tout, 1,5 million d'euros sont saisis ce jour-là par la police fédérale belge à l'occasion de 16 perquisitions. J'ai parlé avec Madame Kaili aujourd'hui et elle a rompu son silence. Elle a exprimé son mécontentement face à la position de ses collègues du Parlement européen à son égard. Sa décision de se rendre au Qatar n'était pas une décision personnelle, mais une décision du Parlement européen prise avec l'accord de la Commission européenne et du représentant de l'Union pour les affaires étrangères, M. Borrell. Sa position est qu'elle n'a pas accepté de pot de vin, qu'elle est innocente, que le Qatar n'avait pas besoin d'elle, qu'il n'avait pas besoin de la soudoyer, qu'elle n'avait rien à offrir au Qatar, et en ce qui concerne l'argent. Les rebondissements liés au scandale n'en finissent plus. En juin 2023, le juge belge Michel Claise est contraint de démissionner pour des soupçons de conflit d'intérêts. Et l'influence qatari ne s'arrête pas aux portes de Bruxelles. Doha serait même parvenu à influencer des pays avec lesquels il n'entretient aucune relation diplomatique officielle. C'est le cas d'Israël. Des soupçons de corruption pèsent sur des proches collaborateurs du Premier ministre israélien. Là aussi, l'affaire porte le nom de Qatargate. Le Premier ministre n'est pour le moment pas directement mis en cause. L'enquête est en cours. Du côté des États-Unis, l'influence est plus visible, plus institutionnelle. Le Qatar dépense des millions de dollars en lobbying, en communication stratégique et en réseau d'influence, notamment dans le système universitaire. Selon des données du ministère américain de l'Éducation publiées en janvier 2026, l'Émirat serait la première source de financement étranger pour les établissements d'enseignement supérieur américains. Montant des ressources apportées, 6,6 milliards de dollars. En deuxième position, l'Allemagne arrive loin derrière, avec 4,4 milliards de dollars. Pour compléter le podium, l'Angleterre finance à hauteur de 4,3 milliards. Selon une étude réalisée en 2022, donc bien avant le 7 octobre, par l'Institut d'études de l'antisémitisme et de la politique mondiale, plus les financements en provenance de pays du Moyen-Orient augmentent, plus les campus universitaires connaissaient une augmentation des incidents antisémites. Utilisant des outils statistiques, les auteurs avaient supposé qu'il existait une corrélation entre les établissements qui bénéficiaient d'un financement étranger et la présence dans leur enceinte d'une rhétorique ou d'activités antisémites ou anti-israéliennes. Grâce à ces pétrodollars, le Qatar cherche à se rendre incontournable et à polir son image. En diversifiant ses investissements, il étend également son empreinte, parvenant ainsi à séduire pour mieux influencer les politiques occidentales de l'intérieur.
poursuit avec l'autre phase du dossier qatari, celle des milliards, des contrats et des partenariats stratégiques avec la France. Depuis plusieurs années, Paris a renforcé ses liens économiques avec les pays du Golfe. En première ligne, le Qatar. Vente d'armes, contrats industriels, investissements massifs dans l'économie française. La relation ne se limite plus au commerce, elle pèse sur des secteurs clés, de la défense à la haute technologie. À Paris, cette relation est présentée comme un levier de souveraineté industrielle et de maintien de l'emploi, mais dans les faits, ces partenariats installent une forme d'interdépendance stratégique qui pèse sur les choix diplomatiques et sur la marge de manœuvre politique de la France. Regardez. Depuis plusieurs années, les relations économiques entre la France et les pays du Golfe, particulièrement le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ont pris une importance stratégique considérable. Elles ne se résument plus à de simples échanges commerciaux. Ce sont des partenariats structurants qui influencent industrie, emploi et choix politiques à Paris. Sur le front de l'armement, la France est imposée comme l'un des principaux vendeurs mondiaux d'équipements militaires, grâce notamment aux avions Rafale. Dassault Aviation a trouvé dans la région des clients majeurs. Le Qatar a acquis 36 Rafales et des discussions existent pour des commandes supplémentaires, tandis que les Émirats ont signé des contrats pour des dizaines d'appareils et d'hélicoptères. Cette dynamique a renforcé la place de la France parmi les premiers exportateurs mondiaux d'armement, derrière les États-Unis et devant de nombreux pays européens et mondiaux. Sur le plan énergétique et commercial, les échanges bilatéraux avec le Qatar ont représenté près d'1 milliard d'euros de biens en 2024, avec un excédent pour la France d'environ 469 millions d'euros. Mais au-delà des chiffres du commerce des biens, le Qatar s'est affirmé comme un investisseur majeur en France. Doha s'est engagé à investir 10 milliards d'euros d'ici 2030 dans des secteurs stratégiques, notamment l'intelligence artificielle, la santé, l'aéronautique ou la culture, via la Qatar Investment Authority, fonds souverain qui gère plus de 500 milliards de dollars d'actifs mondiaux. Les capitaux qataris sont présents dans le secteur immobilier de prestige, dans la haute couture, mais aussi dans des projets industriels ou technologiques, faisant de la France l'une des principales destinations européennes de ces investissements. La question revient régulièrement, ces partenariats économiques sont-ils synonymes d'influence politique directe ? Malgré l'importance de ces contrats, Paris affirme garder sa marge de manœuvre, notamment dans ses positions au Moyen-Orient ou sur des sujets sensibles comme le conflit israélo-palestinien. Mais cette interdépendance économique pèse dans les arbitrages et les agendas, parfois perçus comme opportunistes. La réalité est la suivante, la France vend beaucoup, matériel militaire, biens, services, technologies, mais pèse-t-elle vraiment ou se contente-t-elle d'être un fournisseur parmi d'autres ? En matière de géopolitique massive, elle reste un acteur moyen dans un jeu dominé par les États-Unis, la Chine et les grandes puissances régionales. On ouvre une autre page de géopolitique, celle de la France au Moyen-Orient. Pendant des décennies, Paris s'est pensé comme une puissance à part dans la région. Héritage historique au Levant, réseau culturel, diplomatie d'équilibre et cette fameuse politique arabe qui faisait la marque de fabrique française. Mais le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est plus celui de De Gaulle, ni même celui des années 2000. Les rapports de force ont changé, de nouvelles puissances s'imposent et la voix de la France pèse moins qu'avant. Alors que reste-t-il de cette influence française ? Pendant longtemps, la France a occupé une place singulière au Moyen-Orient. Une présence profonde, ancienne, parfois influente, mais aujourd'hui confrontée à une région qui a radicalement changé. Tout commence au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec les mandats français en Syrie et au Liban. Paris s'installe durablement au Levant, laissant un héritage politique, culturel et institutionnel qui marque encore ces sociétés. C'est là que se construit l'image d'une France, puissance du Levant, protectrice et familière. Cette influence passe aussi par la culture, lycées français, universités, francophonie, réseaux éducatifs. La France se voit comme une puissance d'influence, plus que de domination, avec un soft power durable. Elle cultive également une image particulière, celle de protectrice des minorités, notamment des chrétiens d'Orient, un rôle symbolique qui nourrit encore aujourd'hui une certaine posture diplomatique. Mais c'est surtout avec le général de Gaulle que naît une doctrine, la politique arabe de la France. Après la guerre des 6 jours en 1967, de Gaulle prend ses distances avec Israël et affirme sa ligne, dialoguer avec le monde arabe, défendre une position autonome face aux États-Unis et incarner une troisième voie. Cette tradition se poursuit avec des nuances. Le discours de François Mitterrand à la Knesset en 1982 est à la fois un acte d'amitié envers Israël et le moment où la France affirme son appui à la création d'un État palestinien.
En 1996, le coup d'éclat de Jacques Chirac dans les ruelles de Jérusalem refroidit durablement la relation France-Israël. Un incident diplomatique qui renforce le prestige de la France auprès du monde arabe. Prestige qui a atteint un sommet en 2003 lorsque Paris refuse de suivre Washington dans sa guerre en Irak. La France apparaît alors comme indépendante, respectée, capable de dire non. Mais progressivement, la réalité rattrape l'héritage. Nicolas Sarkozy réintègre pleinement la France dans le jeu atlantiste. François Hollande tente de peser sur la Syrie ou sur le nucléaire iranien, sans résultat décisif. Emmanuel Macron, lui, affiche une ambition forte, au Liban notamment, mais se heurte à des rapports de force qui ont changé. Car le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est plus celui des années gaulliennes. Les États-Unis restent centraux, la Russie a toujours son mot à dire, la Chine avance partout et les puissances régionales redessinent l'ordre sans attendre Paris. La question est donc brûlante. La France est-elle encore portée par son héritage ou prisonnière d'une nostalgie diplomatique dans une région où son influence réelle s'est rétrécie ? On termine cette première partie avec une interview exclusive d'Aurore Berger. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations était en visite officielle en Israël. Elle s'est rendue au kibbutz Nir Oz et sur le site du Festival Nova. Elle a également souligné que la France et Israël partagent une ligne de front commune face au terrorisme islamiste. Selon elle, nommer clairement le Hamas comme organisation terroriste est une exigence morale. Regardez. Aurore Berger, bonsoir Madame la Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est une visite qui survient dans un contexte, on le sait bien, tendu à plusieurs niveaux. Vos sentiments d'abord depuis votre arrivée ici en Israël, parce que vous étiez tout à l'heure sur l'un des sites malheureusement du massacre du 7 octobre, le Festival Nova. Oui. Votre ressenti? J'étais donc sur le site du Festival Nova, c'est la deuxième fois que je m'y rends, mais la première fois en tant que membre du gouvernement, et puis après j'étais au kibbutz Nir Oz. Et j'étais avec des familles de victimes. Donc évidemment, c'est le fait d'aller sur ces lieux, de se rendre compte par soi-même de la manière avec laquelle les choses se sont passées, et puis d'être accompagné par des familles de victimes, ça revêt une émotion qui est très particulière, et je veux emporter ça avec moi en France, c'est-à-dire montrer à toutes celles et ceux, notamment ceux qui se permettent de douter de ce qui s'est produit le 7 octobre, que ça a eu lieu, et qu'on n'oublie pas la mémoire du 7 octobre, parce que quand on est plus éloigné géographiquement, quand on est plus éloigné parce qu'on n'a pas de lien particulier avec ce qui s'est passé, finalement, le souvenir, il s'efface, il s'estompe, et il faut que ce souvenir reste vivace, parce que 51 Français sont morts, parce qu'au-delà de ça, ce qui a touché, c'est au-delà des attentats terroristes. C'est le fait que ici, au sein même de ce qu'est un État refuge, de ce qu'est le seul État refuge au monde pour les Juifs, il y a eu une tentative de volonté d'extermination à nouveau qui s'est produite. Et je pense qu'il faut qu'on mesure ce que ça signifie dans la chair de chacun. Alors justement, c'est important ce que vous dites. Vous pensez justement que la France comprend aujourd'hui pourquoi Israël est en guerre et contre qui surtout se bat Israël aujourd'hui? Mais on a la même ligne de front. On a une ligne de front qui est la question du terrorisme islamiste. La France est un pays qui a été à de multiples reprises touché par le terrorisme islamiste, aussi au regard de ce que représente notre pays. Une voix singulière à travers le monde des libertés fondamentales, des valeurs qui y sont portées, comme la laïcité. Et donc notre pays a été touché. Donc ça veut dire qu'on a une ligne de front commune face au terrorisme islamiste. Ici, c'est le Hamas qui a frappé. En tout cas, le 7 octobre, c'est le Hamas qui a frappé. Certains ont eu du mal même à nommer, à dire le mot terrorisme, en parlant même d'actes de résistance. C'est quoi la résistance quand on voit que des jeunes ont été chassés presque comme du gibier à Nova? C'est-à-dire qu'on leur a tiré dessus sans leur laisser aucune chance. Quand on va sur le site, on réalise on est sur un lieu désertique. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se dissimuler. Donc on est pris pour cible où qu'on soit. Et quand on va dans les kibbutz, on est dans un kibbutz où les habitants étaient habitués à travailler avec des Gazaouis, habitués à prôner un message qui était un message de paix, un message d'espérance. Et immédiatement, ils ont vu arriver au sein même de leur refuge, c'est-à-dire leur maison, des terroristes et aussi des civils qui sont venus pour piller ensuite les maisons, voire qui parfois ont participé même au massacre. Donc évidemment, il faut avoir ce souvenir extrêmement vivace à l'esprit. Ouais, c'est important de rappeler effectivement des enfants, des vieillards. Alors un mot sur votre programme, parce qu'il est chargé. Yad Vashem, des rencontres évidemment également avec des responsables politiques ici. Est-ce que l'objectif, au passage, c'est de raviver cette relation France-Israël qui, comme on le sait, ne vit peut-être pas ses meilleurs moments en ce moment? La faute à qui d'ailleurs? Alors, moi je suis venue parce que je suis en charge notamment de la lutte contre l'antisémitisme. Et depuis le 7 octobre, le dialogue franco-israélien dans la lutte contre l'antisémitisme avait été interrompu. Et c'était extrêmement important
pour la France que ce dialogue puisse reprendre. Raison pour laquelle je suis là pour porter cette voix au niveau gouvernemental. Et ça me paraissait essentiel parce qu'on a cette ligne de front commune dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais dans la lutte contre le terrorisme islamiste, la question de la lutte contre l'antisémitisme, c'est évidemment intrinsèquement lié. Et donc, on doit aborder ce combat ensemble, évidemment. Donc, à la fois des visites qui étaient importantes, le lien aussi avec les familles de victimes. J'étais encore avec l'une d'entre elles juste avant d'entrer sur votre plateau, la femme d'Ohad, qui a réussi à sauver ses enfants et à s'échapper des mains des terroristes du Hamas juste avant d'entrer dans Gaza, même si son mari, lui, n'a pas survécu à ses blessures parce qu'il avait pris les armes pour essayer de sauver sa famille au sein du kibboutz. Donc ces rencontres, elles sont évidemment précieuses, des rencontres avec des responsables politiques israéliens pour réaffirmer que au-delà de désaccords qui peuvent exister entre nos gouvernements, parce que dans une relation qui est une relation amicale et franche, on a le droit d'avoir et d'exprimer des désaccords de part et d'autre d'ailleurs, mais il y a quelque chose de plus fondamental qui nous relie, et ce qui nous relie, c'est un lien historique, indéfectible et d'amitié entre nos deux peuples et aussi entre nos deux États, entre nos deux nations. Alors c'est ça. Pourquoi, d'après vous, autant de dissensions entre des pays qui, comme vous le dites, partagent tellement de valeurs communes? Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de reconstruire cette relation, cette relation de confiance aujourd'hui? Ça passe par quoi, d'après vous? Déjà, on a plus de 200 000 Français qui sont en Israël, qui sont pour la plupart des binationaux, d'ailleurs, qui sont franco-israéliens. Et je me suis adressée à eux aujourd'hui depuis notre ambassade pour dire à quel point ils sont des ponts et des passeurs absolument essentiels, parce qu'ils viennent de tous les endroits de notre pays, parce qu'ils ont choisi un moment de s'établir en Israël. Certains peut-être pour toute leur vie, d'autres pour un passage. Certains y élèveront leurs enfants, d'autres feront des allers-retours. Il y a ce lien très puissant avec la France. Et je pense que ça, déjà, c'est quelque chose qui est essentiel en termes de passerelle. Donc rien que ça, c'est un espoir et une espérance, évidemment, sur la manière avec laquelle nous devons aborder cette relation, qui doit être une relation, encore une fois, franche, honnête, sincère, mais une relation amicale. Et puis nous employés, nos forces diplomatiques ici travaillent au quotidien à ça. Et il faut aussi avoir en mémoire ce que la France a fait, à quel point la France a agi pour la libération de chacun des otages, avec toutes nos forces diplomatiques qui ont été absolument déployées, la manière avec laquelle nous avons tout fait pour protéger nos ressortissants, pour les accompagner, pour accompagner les familles des victimes. Et ce travail se poursuit aujourd'hui, il ne s'arrêtera jamais, parce que parfois c'est toute une vie de reconstruction. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis aussi leur dire le combat très déterminé que mène notre pays dans la lutte contre l'antisémitisme. Parce que je ne veux pas qu'un seul Français juif ait le sentiment d'être laissé pour compte, d'être laissé à l'abandon. Non, la France combat de toutes ses forces l'antisémitisme. Je combats au sein du gouvernement de toutes mes forces l'antisémitisme. Alors justement, il y a eu cette émotion vendredi dans les jardins de l'Élysée, le chêne planté en mémoire d'Ilan Halimi, Emmanuel Macron qui était présent avec des mots très forts. Vous avez prévu vous-même de vous rendre, m'a-t-on dit, sur la tombe d'Ilan Halimi à Jérusalem. Est-ce que pour vous, c'est une manière justement de prolonger cette émotion, ce soutien de la France envers ses compatriotes juifs? Il y a 20 ans, Ilan Halimi a été assassiné. Et assassiné pourquoi? Assassiné parce qu'il y a des préjugés antisémites qui malheureusement ont perduré et qui ont survécu au siècle. Il a été pris pour cible parce qu'il était un jeune homme français, juif, et que donc comme il était juif, sa famille avait de l'argent et pourrait payer une rançon. C'est ça le point de départ, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 20 ans déjà, il y avait des débats sur la qualification même d'antisémitisme que ce crime revêtait. Alors qu'il n'y a évidemment aucun doute sur le caractère antisémite. Mais de cela, la famille a accepté aussi qu'on porte l'héritage d'Ilan, qu'on puisse créer un prix qui porte son nom, le prix Ilan Halimi, qui combat dans le même mouvement l'antisémitisme et le racisme, parce que c'est la force de la France, justement, de ne pas trier, de ne pas hiérarchiser, de combattre toutes les formes de haine et dans le même mouvement. On n'a jamais eu autant de candidatures que cette année. Et ça, c'est aussi un motif d'espoir, de se dire que là où parfois on a une génération qui s'égare parce qu'elle est abreuvée ici par la France insoumise et de l'autre côté par TikTok, on a aussi une jeunesse qui s'engage, on a aussi une jeunesse qui résiste, on a une jeunesse qui transmet ses valeurs. On voit peut-être moins. Et ça, c'est essentiel, oui, mais j'ai besoin et nous avons besoin d'espoir. Et nous avons besoin de leur donner la parole. Et je préfère donner la parole à celles et ceux qui s'engagent, à celles et ceux qui combattent contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toutes les formes de haine, plutôt qu'être uniquement dans le regard de ceux qui, malheureusement, ont préféré se jeter dans les bras de la haine. Il faut combattre, il faut se mobiliser, mais il faut aussi être empreint d'espérance
et aller vers cette jeunesse qui s'engage. Voir cette jeunesse, effectivement. Alors, précisément, vous avez régulièrement, on le sait bien, des prises de position très fortes. Vous en prenez à ceux qui parlent de génocide à Gaza, falsification historique. Vous dénoncez aussi ceux qui cherchent à maquiller leur antisémitisme sous la forme de l'antisionisme, ce terme antisioniste. D'ailleurs, vous soutenez la loi Yadan. Alors, ces prises de position, elles nécessitent du courage. On l'imagine en France aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont un prix politique, personnel pour vous ? En tout cas, moi, peu importe. J'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours tenu le même discours. Je ne tiens pas un discours différent quand je suis en Israël et quand je suis en France. Je tiens toujours le même discours. Et mon discours, il est clair. Il est que le combat contre l'antisémitisme aujourd'hui, c'est un combat contre l'antisionisme. Que l'antisionisme, ça n'est pas la critique libre du gouvernement et de la politique du gouvernement israélien. Ça, chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut. Et en Israël, il y a beaucoup de débats, justement, par les Israéliens eux-mêmes sur le sujet. L'antisionisme, c'est la volonté de délégitimer Israël comme étant le seul État refuge au monde. Et ça, c'est insupportable. Et ça, la France s'y opposera de toutes ses forces. C'est la raison pour laquelle le gouvernement soutient la proposition de loi de Caroline Yadan, qui est députée des Français de l'étranger, notamment des Français et des Franco-Israéliens, et qui est très engagée. Je salue aussi son grand courage sur le sujet. Et cette loi, elle va passer parce qu'il y a une majorité, j'en suis convaincue, pour l'adopter à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire concrètement que celles et ceux qui aujourd'hui maquillent leurs insultes antisémites en ciblant les Français juifs, en les traitant par exemple de génocidaires, qui est quand même un renversement accusatoire, un renversement historique absolument insupportable, eh bien ceux-là doivent pouvoir être poursuivis, doivent pouvoir être condamnés. Ce n'est pas de la liberté d'expression, l'insulte. Ça n'est pas la liberté d'expression, la négation même de la capacité d'Israël à exister. Ils pourront toujours critiquer. Ça, ils en ont le droit, parce que nous sommes une démocratie dans notre pays, évidemment, comme Israël l'est. Mais par contre, non, on n'appelle pas la destruction d'un État reconnu par les organisations internationales et par la France. Et on ne renverse pas comme ça la charge de l'histoire. Et puis il y a urgence aussi, on sait que c'est un phénomène européen malheureusement aujourd'hui, l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec le diagnostic ce matin de Rachida Dati, ministre de la Culture, quand elle dit que l'antisémitisme est ancré dans notre pays aujourd'hui ? En tout cas, il y a un risque de réenracinement de l'antisémitisme. Et ce risque de réenracinement, il est dû à qui ? Il est dû à la France insoumise. Et il faut avoir le courage de le dire. Il faut le dire dans ces mots-là, de manière extrêmement claire et extrêmement déterminée. Il y a clairement une responsabilité historique et accablante de l'extrême gauche, qui a voulu, par calcul, par cynisme électoral, cibler de facto les Français juifs en les rendant responsables en France de ce qui se passe ici, de ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas un Français juif, il n'y a pas un juif qui est responsable de la situation. Il y a des situations diplomatiques et des situations humanitaires. La France œuvre en la matière, mais c'est insupportable d'avoir cette manière de prendre pour cible. Et en plus, j'ajoute, et je pense que c'est important de le dire, que grâce à ça, la France insoumise fait la courte échelle au Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, derrière, a la possibilité de se refaire une forme de virginité sur le dos d'Israël, sur le dos des Français juifs. Et ça, c'est aussi absolument insupportable. Alors justement, vous ciblez la France insoumise, c'est important. Il se pourrait que dans certains secteurs, on sait qu'il y a des échéances électorales dans pas très longtemps, il faille choisir entre un candidat LFI ou RN. Est-ce que pour vous, le choix, il est évident dans certains cas ? Mais en fait, le choix, c'est de combattre. Le choix, c'est de faire en sorte que justement, les Français ne soient pas réduits à cette option, qui est une option mortifère pour le pays. Moi, je ne veux pas de cette tenaille identitaire, qui serait une tenaille pas uniquement pour les Français juifs, mais une tenaille pour tous les Français. De se dire que le seul choix qu'ils auraient donc en 2027, ce soit entre l'extrême droite d'un côté et l'extrême gauche de l'autre, je pense qu'il y a mieux à faire pour notre pays. Et pour ça, il faut de la détermination, il faut du courage, il faut de la clarté, il faut de l'unité aussi dans les candidatures pour qu'il y ait une candidature unique qui puisse exister en 2027. Donc on peut inverser cette tendance effectivement à la fracture entre extrême gauche et extrême droite. Justement, vous pensez pouvoir incarner au sein de votre parti Renaissance, on sait que ça varie beaucoup d'un bord à l'autre, l'unité vous-même ? En tout cas, moi, je plaide pour la nécessité d'une candidature unique. Et je ne lâcherai pas dessus. Parce que si, en 2027, on a le Rassemblement national qui est élu à la tête de notre pays, avec un risque le lendemain d'une majorité absolue, nous aurons, nous, une responsabilité qui sera accablante si nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur une candidature unique. Donc je plaide pour une primaire, je plaide pour que les Français choisissent, je plaide pour que ça crée un élan dans le pays. Je plaide pour qu'on puisse confronter des idées, des visions, des projets. Donc moi, de toutes mes forces, je ferai en sorte qu'il y ait une candidature unique pour que les Français n'aient pas le choix entre uniquement le Rassemblement national et la France insoumise. D'ailleurs, pour conclure, vous êtes jeune, Aurore Bergé, vous avez encore une bonne partie de votre carrière devant vous. Un peu plus d'égalité homme-femme à l'Élysée,
Ça pourrait faire du bien à tout le monde, vous pensez? Écoutez, dans un récent sondage, 90% des Français disent être prêts à élire une femme présidente de la République. Ça veut dire qu'on a progressé aussi sur la perception du pouvoir, qui n'est pas forcément au masculin. Le pouvoir n'a pas de sexe, la responsabilité n'en a pas, le courage n'en a pas. Donc il faut qu'on puisse, que tous les talents puissent s'exprimer. Mais moi, ma première responsabilité, elle est déjà au sein du gouvernement, donc des sujets qui sont, je crois, essentiels, et elle est ensuite sur la garantie qu'on puisse avoir une candidature unique. En tout cas, j'y mettrai beaucoup de détermination et d'engagement. On marque une courte page de pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de votre émission. On parlera de la menace djihadiste, mais également innovation et art. Restez avec nous. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir, c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs, bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat, du lundi au jeudi, en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite, tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Géopolitique, conflit, diplomatie, société. Les événements s'enchaînent, se répondent, s'influencent. Ils sont les pièces d'un même puzzle. Nos regards croisés, nous relions les points de vue au-delà des frontières et des clichés. Analystes, experts, témoins, des voix différentes, une même exigence. Regards croisés, poser les bonnes questions et voir le monde autrement.
Deuxième partie de votre émission. Merci d'être resté avec nous. Focus à présent sur l'une des menaces les plus préoccupantes, la menace djihadiste. Des groupes se revendiquant de l'État islamique, mais aussi d'autres organisations armées, gagnent du terrain en Afrique, s'implantent localement et prospèrent sur fond d'instabilité politique, de pauvreté et de conflits communautaires. Écoutez cette interview de Charles Bako, un journaliste basé au Burkina Faso dans l'émission Regard croisé. Bonsoir Charles Bako, vous êtes journaliste basé au Burkina Faso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle aujourd'hui de l'État islamique en Afrique, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Alors, vous savez, il faut repositionner le contexte géopolitique. La configuration a changé il y a 3 ans. Avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel en 2023, on assiste à une refonte complète de l'architecture sécuritaire sahélienne. Ici, il faut être plus précis pour ce qu'on va appeler comme Daesh. Il s'agit ici indirectement de ce qu'on appelle ici en Afrique de l'Ouest comme groupes terroristes. Ce sont des groupes armés terroristes. Ils sont des entités monolithiques. Ça veut dire ce sont des nébuleuses qui mêlant donc des jeunes désœuvrés, des bandits reconvertis et des anciennes entités rivaux qui se combattent ici sur le territoire, surtout burkinabé. En parlant donc du terrorisme au Sahel, il faut faire très attention. Voilà. Nous avons pu détecter ici, à partir de leur mode d'action et leur mode opératoire, que ce sont plus des récupérations des jeunes désœuvrés qui n'ont peut-être pas une manière de survie et une complicité directe pour déstabiliser les familles à travers donc des attaques sur les familles et des attaques donc de moins en moins sur l'armée qui est plutôt opérationnelle maintenant sur le terrain. Pourquoi d'après vous Daesh, mais aussi les autres groupes terroristes réussissent à prospérer en Afrique centrale ? Vous savez, pendant longtemps, la présence des forces étrangères s'est soldée par des échecs. Si certains groupes armés terroristes sont ici, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'il y a eu des stratégies contre-productives. Vous savez, revenons sur les faits, en 2003 et 2021, il y a eu plusieurs opérations, des interventions extérieures militaires. Il y a eu Barkhane, il y a eu le G5 Sahel, il y a eu la MINUSMA et il y a eu Serval. Mais toutes ces opérations se sont soldées par des échecs. Voilà. Donc, il y a une incapacité à contrer et à endiguer la menace et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et particulièrement donc en Afrique de l'Ouest. Aussi, si nous prenons le cas des volontés politiques, il y a un manque de volonté politique de la part de certains dirigeants qui n'arrivent pas à prendre les taureaux par les cornes et à éradiquer définitivement à partir d'une stratégie, d'une politique claire à l'Afrique, comme le soutient donc l'Alliance des États du Sahel. Vous êtes basé au Burkina Faso. Concrètement, à quoi ça ressemble cette menace djihadiste sur le terrain ? Alors, sur le terrain, nous assistons à des petits groupes d'unités qui viennent souvent à moto pour s'attaquer aux populations. Avec la création de la force unifiée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, composée de 5000 hommes, on constate des forces qui sont plus affaiblies. L'armée monte à la défensive. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attaque directe sur les positions de l'armée, mais plutôt sur les populations. Ici, en clair, c'est quoi ? C'est s'attaquer aux populations pour révolter la population. Créer des crises ethniques pour révolter les populations contre les gouvernants. Donc, c'est un peu la forme idéale donc, de leur position stratégique actuellement. Ce sont des terroristes qui sont affaiblis pour le moment et qui cherchent en réalité à plutôt s'attaquer aux plus faibles, puisque l'armée n'est plus accessible de par le pas, comme il est comme maintenant en fait. On s'intéresse à présent à celles et ceux que la guerre marque dans leur chair et dans leur vie quotidienne, les soldats israéliens. Mathias Inbar s'est rendu dans la maison Bel Avichad, un lieu à part en Israël, un lieu d'accueil, de reconstruction où des soldats blessés ou souffrant du syndrome de stress post-traumatique viennent reprendre pied, physiquement et moralement, après le front. Derrière les blessures visibles ou invisibles, il y a des parcours de vie bouleversés, des corps à réapprivoiser et surtout une volonté sans faille de continuer à avancer. Bienvenue à la maison Bel Avichad, la maison des soldats blessés de guerre et souffrant de syndrome post-traumatique. Ici, le ou la combattante reçoit plus de force et de volonté pour revenir à la vie, se rétablir, retrouver un quotidien normal, trouver un travail, étudier, fonder une famille, acheter une maison en Israël et aussi avoir la force de se soucier des autres. Ofir a été grièvement blessé en 2014. Sur ces images, ici publiées par le Hamas,
Un missile a frappé de plein fouet son véhicule du génie militaire. Membre de cette maison au départ, il est aujourd'hui directeur logistique de l'association Bel Averhad. Non sans avoir combattu plus de 150 jours avec une unité de réservistes du génie militaire pendant la guerre à Gaza. Cette maison n'est pas ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif n'est pas de rester bloqué ici. C'est pour cela qu'elle est ouverte de 10h30 à 20h. Chacun rentre chez soi. Nous voulons qu'ils retrouvent une vie normale chez eux avec leur famille. Il ne faut pas qu'ils soient englués dans un monde post-traumatique ou de blessures, mais qu'ils en sortent, se rétablir, déployer leurs ailes. Fondé en 2020, situé dans le centre d'Israël, cet endroit a dû doubler ses effectifs depuis les attaques du 7 octobre. Et a été transformé en centre de réadaptation pour pallier la saturation des centres de rééducation au sein des hôpitaux. 6 salles ont été transformées pour les soins thérapeutiques, comme ici. Oui, c'est un mélange entre un traitement physique en raison de blessures aux jambes ou au dos et un traitement émotionnel. Comme tu peux le voir, des personnes qui souffrent de manque de repos, qui ne parviennent pas à se détendre ni à dormir, peuvent enfin s'endormir si le traitement est précis. Ils peuvent être plus calmes, ils respirent mieux. Exactement ce qu'elle a dit. Face à un manque chronique de repos, je trouve ici une quiétude. C'est parfait. Ici, ce sont tous mes enfants. Chacun avec l'idée qu'il se fait d'une maman. Plus ou moins présente, plus ou moins active. Oui, ils sont une partie de moi. Nous sommes une seule et même grande famille ici. Une sérénité qui contraste avec le vécu de ces blessés physiques et psychiques. Itai Dori, ancien officier de section du corps des blindés, blessé à la jambe par un tir de sniper il y a 1 an et demi à Gaza, a d'ailleurs suivi avec attention et une certaine forme de soulagement l'élimination ces derniers jours du terroriste sniper du Hamas, responsable de la mort de 7 soldats. Il est parfois difficile de sortir de la maison, honnêtement. Nous n'aimons pas forcément les centres commerciaux ou les restaurants avec du bruit. Et arriver ici, dans un endroit aussi calme, je précise, qui n'est pas un hôpital, cela aide à se reconstruire. Garçons et filles réunis. De plus en plus de filles combattantes, blessées au combat le 7 octobre, et les mois qui ont suivi, sont membres de cette association. Malheureusement, il y a plus de 100 combattantes membres de l'association. C'est énorme. En dehors de la cicatrice interne dans leur âme, il y a des cicatrices visibles et trouver un partenaire n'est pas toujours simple. Mais dans un endroit où se trouvent presque 1000 combattants, c'est normal que des liens se créent et si nous parvenons à ce que des couples se forment, c'est une bénédiction. Et même si l'ambiance est ici familiale, que toutes ces personnes sont bénévoles et que l'association a prévu de s'agrandir avec d'autres maisons en Israël, l'objectif à long terme est bien différent pour Ophir. Notre rêve est de fermer l'association. Notre rêve est qu'il n'y ait plus de PTSD et de blessés de guerre. Mais tant qu'il y en a, Bel Averhad sera là pour eux. J'étais combattant, j'étais un officier. Ces réflexes ne changent pas, même après les blessures. Même si j'avais du mal à demander de l'aide au début de ma rééducation quand j'avais mal, je ne voulais pas de pitié. Je me suis retrouvé ici où tout le monde est pareil. Ce n'est pas de la pitié, mais comme ce tableau derrière moi, c'est se soutenir, être là pour relever l'autre. Une autre sorte de guerre les attend. Pour Itai, ils ne sont plus sur le champ de bataille, mais sur le front du rétablissement. À l'instar de Boris, grièvement blessé à Gaza avec son unité commando, il prévoit aujourd'hui de participer à l'Ironman, un super triathlon de 226 km. Je trouve ma quiétude ici. Nous avons formé une équipe qui s'entraîne au triathlon. Notre objectif, avec 9 blessés, chacun avec ses blessures, concourir dans une épreuve de l'Ironman. Bel Averhad nous donne les moyens d'y arriver. Ce projet apporte beaucoup de confiance à beaucoup de blessés qui se demandent comment y arriver, par où commencer. Je pense déjà à Los Angeles 2028. Et si je parviens à passer tous les critères de sélection, alors j'y arriverai. On se donne rendez-vous pour un reportage à Los Angeles dans 2 ans pour les Jeux paralympiques. Boris revient d'une escapade en Tanzanie. Il vient d'établir un record, le premier amputé à avoir gravi 2 fois le Kilimandjaro. C'est une épreuve psychique, mais aussi physique à la maison. Comment gérer le quotidien amputé d'une jambe, comment couper des légumes quand il manque une main. Être garant
l'un de l'autre, c'est peut-être le credo des habitants de cette maison. « 280 millions, c'est le nombre estimé de personnes qui souffrent de dépression dans le monde. Une maladie souvent invisible, encore trop banalisée, mais dont l'impact est majeur sur la vie quotidienne. Des traitements existent bien sûr, mais dans la pratique, trouver le bon antidépresseur, le bon dosage peut prendre des mois. En Israël, une start-up affirme aujourd'hui pouvoir changer la donne. Neurocare a mis au point un test sanguin capable de cartographier la réaction du cerveau aux antidépresseurs avant même leur prise pour orienter plus rapidement vers le traitement le plus adapté. Reportage de Natacha Kirchuk et Océane Nicole. Je souffre de dépression depuis l'âge de 13 ans environ. J'éprouvais un profond désespoir et une incapacité à fonctionner normalement. Chaque journée à passer était vraiment difficile. Michaela n'a que 21 ans, mais elle a déjà essayé 7 médicaments psychotropes différents. Elle souffre de ce qu'on appelle une dépression résistante au traitement. Malheureusement, le processus d'essai et d'erreurs médicamenteuses a engendré un sentiment d'échec encore plus grand. Je luttais contre la dépression et je subissais également les répercussions des essais de divers médicaments psychotropes. Aujourd'hui, Michaela va tenter une approche révolutionnaire. La start-up israélienne Neurocare a mis au point un test sanguin capable de cartographier la réaction du cerveau aux antidépresseurs avant même leur prise, afin de trouver le traitement le plus adapté. Pour chaque patient qui vient chez Neurocare, nous prélevons des échantillons de sang que nous transformons en cellules souches, puis en neurones. Ainsi, nous obtenons un modèle de cerveau en culture pour chaque patient, avec ses propres neurones, afin d'observer l'impact des antidépresseurs sur sa biologie et d'optimiser leur efficacité. Pendant des années, la dépression a été considérée comme une maladie qu'il suffisait de surmonter. Mais la science nous livre aujourd'hui un tout autre récit. La dépression n'est pas un signe de faiblesse, c'est un phénomène biologique. Et chez Neurocare, les médecins peuvent observer ce qu'il se passe réellement à l'intérieur du cerveau des personnes dépressives. Une fois les neurones générés, nous les observons au microscope, ce qui nous permet de visualiser leurs connexions en culture. Plus les connexions sont fortes, plus le médicament est efficace pour le patient. Donc il s'agit de véritables scans du cerveau humain cartographiant l'apparence de la maladie mentale ? Exactement. La maladie mentale se caractérise par des modifications de la connectivité cérébrale. Ici, vous pouvez voir cette carte et nous constatons comment les différents antidépresseurs améliorent ce déséquilibre et l'état des patients. Plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent avec la dépression et des centaines de millions d'ordonnances d'antidépresseurs sont délivrées chaque année. Mais la plupart ne fonctionnent pas du premier coup. Près des 2/3 des patients ne répondent pas aux premiers médicaments prescrits. Même s'il existe entre 30 et 70 antidépresseurs différents sur le marché, il n'existe aucun moyen fiable de savoir lequel traitement sera efficace. Chaque changement d'antidépresseur augmente le risque de pensée suicidaire. Il est donc impératif de réduire drastiquement le nombre de ces changements de système afin de sauver des vies. Aujourd'hui, le test sanguin de Neurocare coûte environ 1 000 $, mais il est déjà remboursé à hauteur de 85% par les assurances maladie israéliennes et américaines. Aux États-Unis, le système vient d'être approuvé par l'Agence fédérale du département américain de la santé et des services sociaux, une avancée majeure qui pourrait généraliser la prescription personnalisée d'antidépresseurs. Cette innovation a nécessité 7 années de recherche sous l'impulsion de la chercheuse en cellules souches, le Dr Talia Cohen-Solal, et de l'experte en médecine personnalisée, le Dr Daphna Lemfenstein. Un partenariat qui, selon les experts, pourrait révolutionner la psychiatrie. Il est évident que nous sommes tous très différents les uns des autres. Alors, lorsqu'on parle de cette maladie, de la dépression, il est presque absurde de supposer qu'avec une telle diversité, nous allons tous réagir de la même manière aux mêmes substances chimiques. Une médecine standardisée ne convient pas à cette singularité. Et les antidépresseurs ne sont qu'un début. Utilisant la même méthode de transfert des cellules sanguines vers le cerveau, Neurocare travaille déjà sur des traitements personnalisés pour des maladies comme le TDAH, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer.
L'idée est que si nous parvenons à déterminer le traitement adapté à chaque patient, nous pourrons également aider les entreprises pharmaceutiques à développer le traitement idéal pour un sous-groupe de patients. Pour Michaela, il ne s'agit pas seulement de science, c'est du temps, des années d'attente qui pourraient enfin lui être rendues. J'espère vraiment que ce test et la technologie qu'il utilise vont révolutionner la santé mentale et aussi changer ma propre vie. Il y a 40 ans, un petit studio d'animation voyait le jour en Californie. Pixar, qui est aujourd'hui une référence mondiale et surtout qui a marqué plusieurs générations. Toy Story, Ratatouille, Là-haut, vice-versa. Des films qui ont su prouver qu'on peut raconter des histoires simples en apparence et profondément humaines. Retour en images sur un studio qui a su transformer l'animation en cinéma à part entière. Un sujet signé Océane Nicole pour le magazine Innovation. Tout commence en 1979. Edwin Catmull et Alvy Ray Smith créent Graphics Group, un service de la division informatique permettant de faire des animations par ordinateur. 7 ans plus tard, un certain Steve Jobs rachète la société qui devient alors Pixar. L'objectif, diversifier ses activités avec la production d'un ordinateur, le Pixar Image Computer. Mais les ventes ne décollent pas. Pixar commence alors la production de publicités animées par ordinateur pour des entreprises extérieures. Pixar décide de se lancer dans les longs métrages. En 1995, Toy Story est créé. Il est distribué par Disney pour les fêtes de fin d'année. C'est le premier long métrage d'animation en images de synthèse de l'histoire du cinéma. Et le succès est au rendez-vous. Le film recueille plus de 350 milliards de dollars de recettes brutes dans le monde. Le 24 février 1997, Pixar signe un accord pour coproduire avec Disney 5 longs métrages d'animation totalement en images de synthèse. Mille et une pattes sort au cinéma un an plus tard, suivi de Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles et Cars. En 2006, Disney rachète Pixar pour 7,4 milliards de dollars. Les films s'enchaînent et le succès aussi avec 2 nominations et plusieurs Oscars. Vice-versa 2 est le plus gros succès de Pixar avec 1,69 milliard de dollars au box-office. Les Indestructibles enregistrent 1,2 milliard de dollars récoltés dans le monde. 1 milliard pour le 3e volet de Toy Story. Le Monde de Nemo a lui récolté 940 millions de dollars au box-office. En 40 ans d'existence, Pixar a déjà signé 29 longs métrages d'animation. Et pour terminer, on change de registre, on parle d'art, mais d'un art qui touche à l'intime, aux émotions, à ce qui nous traverse dans les moments les plus difficiles. À Petah Tikva, dans le centre d'Israël, une exposition propose une autre lecture, plus sensible, de la douleur, du manque, de la vulnérabilité. Son titre est presque paradoxal, Blissfully Miserable, qu'on pourrait traduire par délicieusement misérable. Une exposition qui interroge notre rapport à la souffrance, à la résilience, et à ce que l'art permet de dire quand les mots ne suffisent plus. Regardez cette interview avec la commissaire de l'exposition, Marie Chek. Nous sommes avec la commissaire de l'exposition, Marie Chek. Bonsoir. Pourquoi ce titre paradoxal? Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez le visiteur avant même qu'il ne visite cette exposition? Cela veut dire que l'être humain est né pour être et heureux et malheureux. On a chacun notre vie, nos amours, nos déceptions. Et ce qu'on essaye de faire depuis le moment où on est jusqu'au moment où on meurt, c'est d'essayer d'être mieux dans le côté favorable de la vie, les beaux côtés de la vie. Et malheureusement, il y a des surprises qui nous atteignent, dont on ne dépend pas. Même si je vis en Israël depuis 60 ans et j'ai vécu beaucoup de guerres et de choses pénibles, le 7 octobre a été pour moi un jour transcendant, pour moi et mon peuple, je dirais, pour le peuple juif et peut-être pour le monde, celui qui est sensible, celui qui ne comprend pas comment on fait ces actes-là. Et j'ai changé, je ne suis plus seulement que dans le blissful, je suis aussi dans le misérable, dans la peine, dans la douleur. Et j'ai voulu voir et comprendre et savoir et montrer ce que les artistes ont fait à partir de ça. Ce n'est pas des œuvres qui ont été faites juste maintenant, il y a des œuvres de 1999. Je n'ai pas essayé de poursuivre un parcours après le 7 octobre.
Et donc, j'ai réuni 21 artistes du monde entier. Et j'en suis arrivée à... J'ai essayé d'orchestrer 21 très différents artistes l'un de l'autre. Oui, toutes les œuvres sont épurées, hein, celles qui sont exposées. Elles sont monochromes avec peut-être une touche de couleur par-ci, par-là. Est-ce que c'était une exigence de votre part de ne pas être dans la démesure, dans la couleur? Oui, absolument. Je pense que rentrer dans une belle exposition, c'est rentrer dans une pièce de théâtre. Et quand on rentre dans une pièce de théâtre, il faut en général se taire et s'imbiber et écouter. Et pour moi, l'art est fait pour être écouté. Pas tellement pour être lu. Lu après, on peut lire le catalogue à la maison, mais pour sentir l'âme de l'artiste à travers le son qui n'est même pas là. Dans mon exposition, dans cette exposition, et exprès, j'ai choisi que 2 sons. Sur 21 artistes, c'est pas beaucoup. Et les sons sont significatifs. C'est-à-dire que le son, la lumière, le sol, l'espace fait partie totale de la création d'une exposition de cette taille de 21 artistes. Une œuvre m'a particulièrement touchée, c'est cette lettre à un père avec une avalanche de questions, une œuvre qui est bien différente des autres, hein. C'est comme si elle rompait le silence du reste de l'exposition, on dirait un cri presque. Absolument, je l'ai d'ailleurs mise à l'entrée. Il s'agit de Carl Handel, un artiste de 47 ans qui vit à Los Angeles, qui est juif, qui est homosexuel, et qui écrit une lettre. Il n'écrit pas la lettre, il trace, c'est un dessin. C'est-à-dire, j'ai 3 travaux de lui. C'est le seul artiste dont j'ai pris 3 travaux parce que j'aurais pu faire une exposition dans un espace énorme. C'est un énorme artiste. Et là, il vient de finir la même lettre, mais avec une autre couleur vis-à-vis des morts dans le monde. Et si Trump mourait? Et si, et si, et si? C'est un artiste qui pose des questions à son père. A letter to my father, une lettre à mon père, très dure. C'est un testament, c'est comme si qu'avant de mourir, il lui disait tous ses reproches. Et si tu avais trompé maman? Et si tu étais avec une noire? Et si tu m'avais frappé? Et si j'avais avorté? Et si, et si, et si? Je rentre dans cette exposition à travers la beauté épurée de la lettre, mais pas avec le content. C'est exactement ce que je veux faire comprendre au spectateur, qui va voir quelque chose de beau, souvent dans cette expo, mais que derrière les mots, il y aura quelque chose de tellement profond. Et justement, par rapport à lui, un autre artiste qui écrit une lettre à sa mère qui est morte quand il avait 13 ans. C'est-à-dire, c'est pas sur la mort. Cette expo est sur le souvenir, la nostalgie, l'amour, la perte. Et comment des traits, qui sont les choses les plus simples, que souvent on ne voit même pas des traits, deviennent tellement significatifs à l'âme et de l'art et des artistes que j'ai choisis. Oui. Et il y a aussi l'œuvre de l'avion, hein, tracée avec du fil et des clous, une œuvre qui met en évidence l'illusion que l'homme peut tout maîtriser, mais aussi le risque de la chute, évidemment. Alors pourquoi cette image, d'après vous, résonne autant aujourd'hui? Absolument. Lior Tamim, cet artiste magnifique qui m'a accompagnée, qui a été un peu mon bras droit, et qui a beaucoup voyagé dans sa vie et qui a fait des recherches sur l'état des choses des avions. Et il s'avère que les avions ont beaucoup de défauts et que beaucoup de gens sont tombés ou sont morts à cause de ces avions. Il a fait des recherches. Il a été chez la compagnie de cet avion et il leur a demandé d'acheter le dessin. Parce que quand un avion fait un accident, on cherche la boîte noire, mais aussi on cherche l'origine. Où est-ce qu'il y a eu des failles? Et dans l'avion qu'il nous montre, il y a des failles. Il y a eu, pendant 3 ans, ils ont arrêté de le produire, cet avion même, tellement il avait fait... c'est un Boeing 737. Et après qu'ils l'ont rectifié pendant 3 ans, il s'est appelé 737 MAX, donc c'était permis. Il a acheté le dessin, il a fait la moitié en taille véritable. Il a produit sur 17 mètres. Cet avion, un avion, c'est un grand engin, il a 34 mètres. Là, il est 17 mètres et c'est un avion, c'est un truc énorme. On a un peu peur de lui, on est émerveillé, on va voyager, on va traverser, on va faire la vie, mais on a aussi très peur de si ça se termine mal. En fait, il a pris la fragilité de l'avion et il a montré le dessin de l'avion épuré. Donc, il est plus lourd, il est très léger. C'est un fil électrique posé sur des clous, mais à base de une à une. Le numéro des fenêtres, tout est exactement la même chose. Donc, ça intrigue
Et du coup, tu penses beaucoup, qu'est-ce que c'est que cet avion? Quelque chose qui est très automatique. Moi, depuis qu'on a installé cet avion, je lis tous les jours s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé avec les avions. Ça rentre dans notre subconscient. Au fond, Marie Chek, est-ce que vous diriez que l'exposition, c'est sur la fragilité ou plutôt la résistance? D'abord les deux. Quand on est fragile, on peut résister aussi. Quand on est fragile et résistant, on est sensible. Pour moi, la sensibilité est la majeure part de l'état d'âme. Être sensible à l'un, à soi-même et à l'autre. Et après, on pourra discuter. Le magazine de la rédaction, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même jour, même heure sur i24 News.